Bonjour mes chers élèves, je m'appelle Jawad Hannan. Aujourd'hui je vais vous présenter un cours qui concerne le troisième module de la première année de baccalauréat intitulé Le dernier jour d'un condamné. Ce cours sera focalisé sur l'étude de l'incipit de ce roman. D'ailleurs c'est un roman à thèse. Donc d'abord je vais vous expliquer les objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire les objectifs qu'on va atteindre ou bien réaliser à partir de ce cours. Donc d'abord, lire et étudier l'incipit d'un roman à thèse. Ensuite, on va étudier l'énonciation dans un roman à thèse et plus précisément dans le dernier jour d'un condamné. Alors, donc, le support sur lequel on va travailler, c'est le chapitre 1 du roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc, c'est l'étude de l'incipit. Alors, on va commencer par une présentation. Donc, petit 1, l'identification du texte. Le genre littéraire, comme nous avons déjà vu, c'est un roman à thèse. Le type du texte, c'est un texte narratif, descriptif, à visée argumentative. Donc le courant littéraire, c'est le romantisme, bien sûr. Le registre littéraire le plus dominant de cet incipit, c'est le registre pathétique. Donc les personnages principaux, nous avons un seul personnage, c'est un condamné à mort. Et le point de vue narratif adopté, c'est-à-dire la focalisation, donc c'est la focalisation interne. D'ailleurs, le narrateur, c'est lui-même le personnage principal. Donc c'est un récit à la première personne du singulier « je ». Donc deuxièmement, on va voir la situation de passage, on va essayer de situer le passage dans l'œuvre, donc c'est-à-dire la situation de l'incipit dans l'œuvre. Donc comme vous savez, c'est le chapitre qui inaugure l'œuvre. Donc ce passage est un extrait du dernier jour d'un condamné. Comme vous voyez, nous avons soit on souligne le titre, soit on le met entre guillemets. Donc ici, comme vous voyez, nous l'avons mis sous une autre couleur. C'est pour attirer votre attention. Donc ce passage est un extrait du dernier jour d'un condamné, roman à thèse de Victor Hugo, publié en 1829. Donc il s'agit de l'incipit de l'œuvre. Le narrateur se trouve à Bicêtre, il présente le cadre spatio-temporel de l'histoire. D'ailleurs, il est hanté par l'idée de la mort. Très bien. Donc, grande 2. Donc, cette partie sera consacrée aux les grands axes de lecture. Axe 1, c'est l'étude du système énonciatif dans le texte. Donc, pour étudier le système énonciatif, d'ailleurs, on va se procéder à un ensemble de questions en rapport avec cet incipit. La première question, qui parle? Donc, c'est un condamné à mort dont on ignore le nom et le pronom. Donc, et le prénom. Le narrateur égale le personnage principal, l'emploi de la première personne du singulier « je » qui renvoie non à l'auteur Victor Hugo, mais au narrateur, le condamné à mort. Donc, comme vous savez, le narrateur, c'est le porte-parole de l'auteur Victor Hugo. C'est-à-dire l'auteur diffère du narrateur. Mais le narrateur égale le personnage principal. La deuxième question, à qui parle le narrateur dans ce passage? Donc, vu son emprisonnement dans une cellule à Bicêtre, le narrateur s'adresse à lui-même parce qu'il est incapable de parler à une autre personne ou bien à d'autres personnes. Donc, il s'adresse à lui-même. Donc, il s'agit d'un monologue intérieur. Nous avons déjà une expression dans le texte où le narrateur disait « en me disant », c'est-à-dire il adresse la parole à lui-même. Et c'est ça ce qu'on appelle un monologue intérieur. La troisième question, où parle le narrateur, c'est-à-dire le cadre spatial, donc dans une cellule à Bicêtre. Quand? C'est 5 semaines après son verdict, donc 5 semaines après sa sentence de mort. De quoi parle le condamné ou bien le narrateur dans ce passage? Donc il parle de l'idée de sa condamnation à mort. Très bien. Le deuxième axe, c'est intitulé « De la liberté à la captivité ». C'est-à-dire on va étudier un changement dans la situation du condamné à mort. Donc le narrateur s'appuie sur une opposition temporelle qui structure son texte. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, cette opposition temporelle? Donc, le condamné à mort,
pour clarifier sa situation dont il vit, le moment du récit. Donc, il compare deux moments de sa vie. D'ailleurs, nous avons deux grands paragraphes qui commencent par deux adverbes de temps qui structurent le texte. Autrefois, maintenant. Autrefois, c'est en relation avec le passé. Maintenant, en relation avec le présent. C'est-à-dire, le condamné vacille entre le passé et le présent. En effet, il compare, c'est-à-dire le condamné à mort, il compare deux moments essentiels de sa vie, c'est-à-dire les deux moments qui constituent sa vie, deux moments qui sont paradoxalement opposés, c'est-à-dire une relation d'opposition entre le passé du condamné et le présent. Entre la richesse des idées de son passé et sa détresse et son angoisse du moment présent, la situation du condamné est pathétique. C'est-à-dire, le passé du condamné, elle était riche. La question qui se pose, en quoi se manifeste cette richesse? D'accord? Donc, la richesse du passé du condamné se manifeste en la manifestation de plusieurs idées. C'est-à-dire, le condamné vit dans une atmosphère pleine d'idées. Donc, vous voyez, c'est un tableau qui résume toute cette opposition entre les deux moments de la vie du condamné. Donc, comme vous voyez, autrefois, c'est-à-dire c'est le passé du condamné, donc la liberté du condamné, c'est comme un sous-titre du passé du condamné. Donc, une richesse des idées et une imagination fertile. Qu'est-ce que ça veut dire une imagination fertile? C'est-à-dire, le condamné a eu une imagination féconde, c'est-à-dire il pouvait penser à ce qu'il voulait, il pouvait faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire il était libre. Et voilà, c'est le thème qui structure le passé du condamné. Voici des expressions qui démontrent cela. Mon esprit était plein de fantaisie, c'est-à-dire il était plein d'imagination, plein d'idées, plein de manifestations du bonheur, de joie. Et c'est ça ce qu'on appelle le passé glorieux du condamné. Deuxième expression, qui est sous forme d'une gradation décroissante. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. C'est-à-dire c'est la fertilité des idées. C'était toujours fait dans mon imagination. D'accord. La deuxième colonne, maintenant, c'est le présent du condamné. Le présent du condamné, comme vous avez vu déjà dans le texte, c'est un moment qui est caractérisé par la captivité du condamné. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Cela veut dire que le condamné, lors de ce moment présent, il était enfermé et emprisonné dans sa cellule à Bicêtre. Donc, le moment présent du condamné est caractérisé par l'emprisonnement, d'accord, il est enfermé. Le condamné est doublement enfermé. Donc, c'est-à-dire, il est enfermé physiquement et moralement. Donc, physiquement, il est emprisonné entre quatre murs dans sa cellule. Il est incapable de sortir, incapable de se balader, incapable de voir le monde extérieur. Dans sa cellule, moralement, il est emprisonné dans une seule idée. C'est-à-dire, le narrateur, il pense à une seule chose. C'est l'idée de la mort. D'ailleurs, nous avons dans le texte 3 reprises anaphoriques de l'idée condamnée à mort au début, au milieu et vers la fin du texte. C'est-à-dire, l'idée de la mort, elle empêche le condamné de penser à autre chose. C'est pourquoi on dit que le condamné, il est emprisonné moralement. D'accord. On passe au troisième axe, c'est l'obsession du condamné. Qu'est-ce que ça veut dire l'obsession? Donc, c'est-à-dire le condamné, il est obsédé et hanté par l'idée de la mort. D'accord, on va voir. Donc, le condamné à mort est hanté, voire même obsédé par l'idée de la mort. C'est-à-dire une seule idée. Une idée qu'il voit partout et avec laquelle il vit. C'est-à-dire, nous avons ici une coexistence, une cohabitation du condamné avec l'idée de la mort. Cette idée, elle se glisse, c'est-à-dire elle se représente, elle se présente toujours devant lui, c'est-à-dire devant le condamné, éveillé ou endormi. C'est-à-dire, cette idée de la mort, elle poursuit le narrateur, même s'il était en sommeil. Elle est incapable de se débarrasser d'elle. Ou vraiment, c'est cette phrase qui donne la tonalité tragique à ce passage.
Donc, cette idée, elle se montre comme quelque chose qui est fatal, quelque chose qui pèse sur le condamné. Il fait l'impossible pour se débarrasser d'elle, mais elle était incapable. D'accord? Le narrateur emploie plusieurs procédés linguistiques ou bien stylistiques pour montrer le poids et le fardeau de cette idée qui l'obsède. C'est-à-dire on peut dire que cette idée, c'est-à-dire l'idée de la mort, c'est un fardeau qui empêche ou bien qui obsède et qui hante le condamné à mort. Donc le procédé de la reprise anaphorique ou bien de la répétition, l'idée de la mort est reprise 3 fois au début, au milieu et vers la fin du chapitre. Cela traduit l'omniprésence, c'est-à-dire l'idée de la mort elle est présente dans tous les endroits où le condamné veut se débarrasser d'elle. Donc, traduit l'omniprésence de cette idée qui encadre le texte, c'est-à-dire il encadre la totalité ou bien la globalité du texte, et qui empêche le condamné de penser à une autre chose. C'est-à-dire, l'idée de la mort, il n'empêche non seulement le condamné de penser à autre chose, il empêche même le texte d'avancer. C'est-à-dire, c'est une idée qui encercle et qui enclave le texte et en même temps le condamné à mort. Donc voilà des adjectifs qualificatifs avec lesquels le condamné s'est procédé pour présenter l'atrocité et le fardeau de cette idée. Donc c'est une idée horrible, implacable, sanglante, déjà c'est le son, donc sanglante et infernale. D'accord? Un champ lexical de l'emprisonnement, c'est pour mettre en situation la situation du condamné. Voilà le cas du condamné. Il est incapable de penser à autre chose. Il est enfermé, il est emprisonné. Donc c'est le cachot, la grille, le soldat, la prison. Donc des figures d'analogie, donc la personnification, me secouant avec ses 2 mains, seul et jalouse, c'est l'idée de la mort. Épie mon sommeil, c'est-à-dire il guette mon sommeil convulsif, se colle avec moi aux grilles hideuses, chassant toute distraction. C'est-à-dire le narrateur, ou bien voilà le narrateur, il se procède à un ensemble de personnifications, c'est pour montrer que l'idée de la mort c'est quelque chose qui vit, qui a une vie, il lui donne la vie, c'est pour nous rapprocher de cette idée. Donc les comparaisons, comme un spectre de plomb, comme un refrain horrible, donc des gradations, je n'ai qu'une, la gradation et en même temps la restriction, je n'ai qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, c'est condamné à mort. C'est-à-dire le narrateur, il ne pense pas à autre chose, donc il était certain, il était convaincu que seule l'idée de la mort peut se présenter devant lui. Donc une horrible, une sanglante, une implacable idée. Donc c'est toujours, voyons, c'est toujours en relation avec l'idée de la mort. Donc la tonalité tragique, donc nous avons ici la présence de la tonalité tragique. Donc l'idée de la mort semble fatale et inévitable. C'est-à-dire c'est quelque chose d'inéluctable, qu'on ne peut pas éviter. C'est pourquoi nous avons dit que dans ce passage, nous avons la portée ou bien la tonalité tragique de ce chapitre. Donc l'idée de la mort semble fatale et inévitable pour le narrateur, car quoi qu'il fasse, elle est toujours là. C'est-à-dire, même s'il a la volonté de se débarrasser d'elle ou bien de l'éviter, l'idée de la mort se glisse toujours devant lui. C'est comme la fatalité, comme le destin. D'accord? Donc il est incapable de la fuir et de se débarrasser d'elle. D'accord? Il ne faut pas oublier que dans le même passage, nous avons la tonalité pathétique. D'accord? Donc la tonalité pathétique est très présente dans le texte. En effet, le narrateur souffre moralement à cause de l'idée de la mort. C'est-à-dire, il mène une souffrance morale ou bien psychologique. D'accord? Donc finalement, on va voir la synthèse. Donc on va essayer de synthétiser tout ce que nous avons vu. Donc l'incipit du roman, c'est-à-dire le début, le texte inaugural ou bien le texte d'ouverture, remplit la fonction de l'exposition. Donc comme vous avez déjà vu la fonction expositive dans la tragédie moderne Antigone, nous avons une scène d'exposition qui le prologue qui présente les personnages. Mais dans ce cas-là, nous avons
l'incipit du roman qui remplit cette fonction de l'exposition parce qu'elle présente les personnages de l'histoire, normalement qui est le personnage principal, un condamné à mort, installe le cadre spatio-temporel et présente le thème de l'œuvre. D'accord? Donc, dès les premières lignes, l'auteur met l'accent sur la souffrance morale du condamné dans la prison. Alors, merci beaucoup pour votre attention et j'espère que notre cours sera bénéfique pour vous.